l'analyse du nerf optique avec le cirrus. On regarde d'abord le nom du patient et la façon de l'inscrire pour que l'examen chirurgical soit fait correctement. Capital, l'équivalent du champ visuel, la puissance du signal. Là, vous voyez que c'est 9 sur 10 et l'autre 8 sur 10. Il faut au moins que ce soit 6 sur 10. Donc, toujours regarder ça, c'est un peu l'équivalent du champ visuel et des contrôles de qualité. L'épaisseur des fibres optiques, bon, ça c'est juste, ça ne sert pas à grand chose à vrai dire, c'est pour donner une impression générale. Si vous avez une couleur chaude, ça indique une épaisseur importante. Si c'est bleu, c'est que l'épaisseur est très fine. Ici, vous avez l'image du fond d'œil avec la coloration statistique équivalente. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet de dire au patient, ben voilà où est votre déficit. Comme ça, on le voit bien. Et puis d'autre part, on voit cette ligne, dont on va reparler dans un instant, qui est l'endroit où est mesurée l'épaisseur des fibres optiques. Donc là, vous voyez par exemple, qui est à 3,4 mm du centre de la papille. Donc là, vous voyez par exemple que ça tombe bien. On va avoir un déficit puisqu'on le mesure là. Ici, on va un peu passer à côté. Bon, l'appareil ne peut pas mesurer partout en même temps, vous donnez des statistiques sur toutes les régions. Donc c'est la raison pour laquelle ça c'est assez utile. Une coupe horizontale du pôle postérieur. Alors quel est son intérêt? Elle est que on voit la membrane de Bruck qui est placée là, et les petits points avec l'appareil de Zeiss, les petits points rouges qui vous indiquent le bord de l'anneau neurorétinien. Donc ça vous indique où l'appareil va faire ses mesures d'excavation. Et c'est intéressant parce qu'il peut se tromper complètement, en particulier s'il y a une myopie ou s'il y a d'autres problèmes. Donc si vous voyez que ça ne va pas du tout, que ça ressemble à rien, les statistiques ensuite et l'analyse du nerf optique d'excavation ne vont rien dire. L'appareil est obligé de manière automatique de faire cette analyse. C'est la raison pour laquelle ça vous est présenté ici. Donc vous avez la coupe horizontale, la coupe verticale, donc c'est la même chose. Et puis ici, cette coupe plutôt se dérouler de ce qui se passe à 3,5 mm du centre, 3,4 mm du centre, c'est-à-dire la couche des fibres optiques. Et là aussi, vous allez pouvoir voir si ça ressemble à quelque chose de cohérent. Donc, c'est pas un hasard que tout ça est mis, c'est que l'appareil fait une analyse qui est limitée. On pourra voir des exemples éventuellement. C'est une traction au niveau de la rétine. On va avoir un épaississement de la couche des fibres optiques purement artificielle et on le verra comme ça. Donc, après, il y a les statistiques générales concernant, vous l'avez peut-être vu si vous utilisez cet appareil, donc l'épaisseur moyenne des fibres optiques, la symétrie entre droit et gauche, bon, ça compte pas beaucoup, l'aire de l'anneau neurorétinien, l'aire du disque, le rapport C/D moyen, vertical et le volume de l'excavation. Et comme toujours, avec les nouveaux appareils, on met tout, en se disant, on va bien voir ce qui va sortir comme étant intéressant. Donc il ne faut pas se dire que tout est intéressant. Certains vont l'être plus que l'autre, on va voir ce qui est intéressant. Vous avez ensuite l'épaisseur de l'anneau neurorétinien dans les différentes régions. Puis, en dessous, l'épaisseur des fibres optiques à 3,4 mm avec cet aspect classiquement double bosse. En gros, si c'est dans le vert, c'est bien. Dans le jaune, limite, et dans le rouge, la normale. Et puis, ça vous est redécoupé, soit par cadran de 6 heures, soit par cadran de 1 heure, c'est-à-dire d'une largeur avec les déficits qui sont aussi indiqués. Et puis, l'autre point complémentaire avec l'OCT, l'analyse des cellules ganglionnaires de la rétine. Vous avez le nom, la puissance du signal, le même histoire de niveau de prix, les mêmes valeurs statistiques pour vous indiquer si oui ou non les choses sont correctes ou pas, un scan horizontal pour vous montrer si c'est normal ou pas, et puis une division par petit cadran, qui a une logique assez moyenne, parce qu'il n'y a pas raison de les diviser comme ça, mais il faut bien faire quelque chose, où vous avez en microns les différentes épaisseurs de chaque sixième de l'ensemble. Et là, deux paramètres, l'épaisseur moyenne des cellules ganglionnaires, et puis l'épaisseur du plus petit rayon de 1 degré de cellules ganglionnaires, c'est-à-dire à l'endroit où ce serait le plus fin. Après, je vais vous montrer très rapidement en comme ceci. Avec l'Optovue, finalement, et c'est pareil avec tous les appareils, c'est pour ça que j'ai insisté sur le premier, le principe est le même, le nom, la puissance du signal, alors là, c'est pas exprimé en dixième mais en centième, et il y a un chiffre qu'il faut, qui doit être les limites. L'endroit où c'est mesuré, donc vous voyez ici la mesure a l'air d'être cohérente par rapport au centre du nerf optique. L'analyse, comme tout à l'heure, tout autour pour voir aussi si ça colle et s'il n'y a pas des zones anormales.
Et ici, alors ça vous c'est deux en un en quelque sorte. Vous avez d'une part les couleurs chaudes ou pas chaudes du fond d'œil, et puis d'autre part la petite ligne qui est à l'extérieur, qui correspond à l'épaisseur dans chacun de ces cadrans, avec des chiffres par cadran, 92, 69, c'était 69 microns dans ce cadran-là, 64. Et si c'est vert, c'est bon, si c'est orange, si c'est jaune, ça ne va pas, et si c'est rouge, c'est vraiment mauvais. L'aspect de la tête du nerf optique, donc ces différentes épaisseurs, les paramètres de tête du nerf optique de tout à l'heure aussi, et puis la couche des fibres nerveuses, comme c'est tout à l'heure. Et au niveau maculaire, la même histoire, avec la normalité ou pas, donc là c'est sur une seule page, en couleur. Si c'est vert, la région centrale est normale, si c'est plus ou moins rouge, c'est anormal. Et là, ça voulait. Non, mais là, c'est à nouveau le dénumère. Voilà. C'était un peu un complément de l'image. Alors, dans le glaucome, où est-ce que ça commence? Bon, alors de manière simple, les études actuellement montrent que ce qu'il faut regarder en priorité, c'est l'épaisseur moyenne. Premièrement, l'épaisseur moyenne des fibres optiques qui sont présentées ici. Voilà, 83 microns ou 104, bon, peu importe. Puis, deuxièmement, au niveau de l'épaisseur des fibres optiques, où va se trouver le premier déficit? Typiquement, dans le cadran inférieur situé ici, ou alors dans le cadran supérieur, mais pas dans le cadran temporal, ni nasal. Et si c'est détecté par une tranche de 1/12, très logiquement, dans un petit cadran inférieur temporal pour chaque œil, ou supéro-temporal. Et quels sont les éléments au niveau du nerf optique à regarder? Eh bien, dans tout ça, essentiellement, et ça, heureusement, ça correspond à ce qu'on connaît en clinique, le rapport vertical de C sur D qui vous est exprimé ici. La verticalisation, c'est l'élément capital. Voilà. Donc ça, c'est à peu près ce qu'il faut regarder dans toute cette somme d'examens. Au niveau des cellules ganglionnaires, c'est souvent dans la région inférieure que ça débute, et aussi, on regarde cette région inférieure et l'épaisseur minimale, c'est-à-dire le petit endroit, le 1/360e de l'ensemble de la région, qui est le plus déficitaire. Voilà ce que les études nous ont montré pour l'instant. Comme vous savez, l'OCT SpectraDomain dont je vous parle a une ancienneté très courte, de 3 ans, donc les choses peuvent encore changer. Enfin, il y a une atteinte qui est temporale des cellules ganglionnaires. Est-ce que il y a besoin de refaire l'examen, parce que c'est une réalité à venir? Comment tu l'expliques? Alors, si c'est en dehors d'une maculopathie. Voilà, je pense que c'est a priori, ça n'est pas un glaucome débutant. Je pense que c'est ça le point. On va voir les exemples. Au moins là, il y a quelque chose de très clair en OCT. Si c'est en temporal que ça débute, c'est pas un glaucome. On voit lorsque les patients ont une amétropie importante, on voit effectivement des sortes d'amincissements qu'on pourrait imaginer qui sont liés à un artefact de mesure et qu'on peut reproduire puisque l'artefact de mesure va exister. Je me posais la question Je pense que à ce moment-là, c'est en effet, en cas d'amétropie importante, une atteinte des cellules ganglionnaires, mais qui n'est pas directement liée au glaucome. On voit bien les déstructurations de la région papillaire, dans les fortes myopies par exemple. Donc a priori, c'est pas ça. Alors, première situation, atteinte isolée du nerf optique. Qu'est-ce qu'on va faire d'un patient qui a par exemple 24 de pression oculaire, des champs visuels, ça c'est de la présentation du matrix, on va dire que le champ visuel est complètement normal, et rien au niveau des cellules ganglionnaires, sauf une augmentation du volume de l'excavation. Qu'est-ce que vous en faites d'un patient comme ça? Surveillance. Surveillance. Voilà, vous avez raison. L'excavation comme seul paramètre, c'est pas un très bon paramètre. Alors il faut savoir que les OCT actuellement n'ont pas une base de données très importante. Ce qui fait qu'elles n'ont pas tous les profils, et particulièrement dans les excavations physiologiques, elles vont vous dire que ça ne va pas, mais pourtant, ça paraît comme ça. Mais en plus, il y a des caractéristiques qui sont assez surprenantes, c'est que si vous regardez, vous vous souvenez que l'excavation, on disait toujours, l'anoneurorétinien doit être plus important, c'est la ISNT en inférieur, puis en supérieur, puis en nasal, puis en temporal. Eh bien, quand on regarde cet anneau neurorétinien, ou l'excavation au niveau
de cette région-là, du bord de l'anneau nord-américain. En OCT, on ne trouve pas le même profil. On trouve bien on trouve des régions, en particulier en temporal, qui sont plus épaisses qu'on ne le croit en clinique. Donc très difficile d'interpréter la chose. Ok, simple surveillance. Situation légèrement différente. Vous avez toujours, disons, on va dire, un OCT qui est normal, on va abandonner ce petit point-là, et en OCT, vous avez tout début d'atteinte des types, donc on n'est plus au niveau du nerf optique, et puis cette caractéristique typique du glaucome débutant, alors pour l'instant c'est en jaune, donc statistiquement limite, soit dans la région inférieure, soit dans la région temporale inférieure. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on va faire complexe des cellules ganglionnaires. Ah bah tiens, on va le voir, parfait. Et voilà ce même patient, complexe des cellules ganglionnaires, très touché. Alors, à votre avis, est-ce que c'est un glaucome? Oui. Alors, maintenant, tout dépend de la définition du glaucome. Si on dit que le glaucome, c'est une maladie qui entraîne un trouble du champ visuel, non. Si on dit que ça entraîne quoi que ce soit, c'est un peu ce qu'on appelle le glaucome prépérimétrique. Et ce qui est très intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe, c'est que maintenant on découvre que ce que nous disaient les gens il y a longtemps, que le glaucome entraînait un trouble des visions des couleurs, c'est-à-dire centrale, un trouble de la sensibilité au contraste, qui est aussi une pathologie centrale, c'est une réalité. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on pensait que puisqu'on le voyait sur le champ visuel venant de l'extérieur vers l'intérieur, le centre était indemne. Et maintenant, avec l'analyse des cellules ganglionnaires, eh bien, on se rend compte que peut-être des explorations centrales même de la vision auraient un sens pour détecter un glaucome débutant. En gros, ça débute pas tant que ça en périphérie, sauf qu'on ne savait pas le faire. Et vous avez remarqué, des patients qui disent je suis ébloui, j'ai des petites, je vois moins bien les couleurs. D'ailleurs, dans les formes avancées de glaucome, ils vous disent presque toujours. Est-ce qu'il y a des études qui indiquent le délai entre l'atteinte des cellules ganglionnaires maculaires et l'atteinte du nerf optique? Est-ce qu'il y a la même chose que ce qu'il y a eu, par exemple, pour la pémétrie bleu-jaune et blanc-blanc, on disait il y a 3 ans, entre les deux. Est-ce que c'est un stade plus avancé ou c'est concomitant? À votre avis? Bon, c'est difficile. Alors, la réponse, c'est qu'on voit bien, qu'on voit qu'il y a des glaucomes qui évoluent d'abord par une atteinte centrale au niveau des cellules ganglionnaires et plus tardivement en périphérie, et d'autres, c'est l'inverse, et d'autres, c'est en même temps. C'est-à-dire que c'est deux atteintes distinctes qui ne sont pas reliées l'une à l'autre. Alors évidemment, au bout d'un certain temps, les deux vont être atteints, mais finalement, ça nous permet de découvrir que certains ont une pathologie centrale, et on le voit avec le champ visuel, puis on montré des exemples de scotome parafrontal. C'est bizarre, c'est que scotome parafrontal du champ visuel qui apparaissent tout d'un coup au bout d'un certain temps. Vous dites, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils arrivent là? C'était une pathologie centrale qui passait inaperçue jusqu'au moment où tout d'un coup elle est apparue comme un déficit important. C'est deux définitions de la neuropathie. Voilà. Deux mots dans le niveau. Voilà. Alors, encore une autre situation. Voilà. Situation, pas d'atteinte du champ visuel, un petit quelque chose ici. Et ce petit déficit-là, alors, est-ce qu'on est en présence d'un glaucome? Je pense qu'il faut se définir deux choses. Est-ce qu'on est en présence d'un glaucome, c'est-à-dire d'une atteinte du nerf optique, et puis autre chose, est-ce qu'on traite? C'est encore un autre problème. Est-ce qu'on peut surveiller parce que ça paraît bien grave? Donc il faut définir les choses différemment. Et on imagine le patient qui n'a pas d'antécédents familiaux, qui ne supporte pas les collyres. On va peut-être se dire, bon, attendons de voir, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est un glaucome? Eh bien la réponse est oui. C'est un glaucome, c'est tout à fait net. Et alors ça, c'est vraiment typique. Hein, le petit déficit temporal supérieur qui, localisé, on le voit là. Et donc, vous voyez, les régions temporales, pour l'un et pour l'autre œil, ne sont pas du tout touchées. Et quand on fait les cellules ganglionnaires chez ce patient, aucune atteinte. Voilà, ça c'est une forme. Voilà, maintenant on apprend des choses qu'on ignorait totalement il y a encore 3 ou 4 ans. C'est que le déficit peut commencer au centre ou peut commencer en périphérie. Et quand on regarde très précisément histologiquement la tête du nerf optique, ça peut s'expliquer, parce que la tête du nerf optique, on a l'impression qu'on a un anneau neurorétinien, plutôt une papille, et que les choses vont s'escaler au centre. Et bien non, la structure de la papille, il y a une armature au sein de la papille, une armature horizontale, pour tenir la papille pour qu'elle passe. Et si cette armature s'abîme, ça va donner un certain type de déficit, avec une atteinte plutôt centrale. Si l'armature horizontale ne s'abîme pas, c'est en haut et en bas au niveau de la papille que l'atteinte va être, et elle va être plutôt périphérique.
Donc il y a une logique à ça, ça va dépendre de l'histologie. Situation suivante, alors ça devient de plus en plus typique, on est toujours dans le glaucome prépérimétrique, et vous avez typiquement l'atteinte supérieure et inférieure, ou supérieure uniquement. Et moi, ça m'aide énormément quand je vois ce type d'atteinte, vous êtes sûr que vous êtes dans la bonne pathologie. Quand vous avez, on ne sait pas notre sujet aujourd'hui, je parle des autres atteintes, d'autres neuropathies, quand vous avez une atteinte temporale, ou là, cette fois-ci, il faut que vous fiez. Donc là, on est encore plus près du glaucome. Et pratiquement rien au niveau central des patients. On va être obligé maintenant de s'habituer à regarder. Ce qui est un peu décevant finalement, c'est que la concordance entre structure et fonction n'est pas excellente. Et ça vaut pas pour tout, hein, ça vaut aussi entre IRM et dans sclérose en plaques et retentissement fonctionnel. Ce qui fait qu'on se retrouve parfois à des situations comparatives où si vous regardez ici, vous avez une énorme atteinte au niveau de la structure, avec une baisse importante, vous voyez 67 microns d'épaisseur moyenne, mais je vous ai dit que c'était un élément qui comptait beaucoup. Et puis ici, 69 microns pour une atteinte nettement plus importante et beaucoup moins de choses au niveau de l'OCT. Et là aussi, il ne faut pas s'étonner, l'OCT, on ne doit pas considérer que c'est systématiquement précurseur par rapport au champ visuel. C'est avant, en général, dans le glaucome débutant, mais après, ça peut évoluer un petit peu moins vite. Et puis, un élément fondamental, c'est que vous savez tous que nous naissons entre 1 200 000 fibres optiques par œil et 800 000 à peu près. Je ne sais pas si c'est bien. Ça veut dire que si vous développez un glaucome et que par hasard vous êtes né avec 1 200 000 fibres, vous allez baisser éventuellement de 30% la quantité de fibres optiques et tomber sur 900 000 et rester dans la normalité. Voilà. Donc c'est ça qui est très perturbant, c'est que la variation physiologique du nombre de fibres en fonction des gens fait que même si vous avez un déficit qui a l'air important, eh bien vous restez dans la normalité. Si malheureusement vous partez avec 900 000 fibres, vous quittez tout de suite la normalité. Et voilà pourquoi on a ces différences. Vous pouvez aller sur votre santé pour malade. Absolument d'accord. Et alors le myope, lui, il part pauvre et malade avec un nombre de fibres faibles et quitte tout de suite la ligne. Et finalement, c'est vrai que c'est plus objectif l'OCT que le champ visuel. Mais en même temps, ce point-là fait que probablement les différences entre les sujets sont plus importantes en OCT qu'en champ visuel. En gros, entre un bon et un mauvais normal en champ visuel, il y a une certaine différence, plus faible entre un bon et un mauvais normal aussi, enfin une quantité de fibres plus ou moins importante. Alors là, l'examen à chaque fois qui est montré en haut, c'est le matrix 10 degrés, c'est-à-dire le test central, et là on voit une certaine correspondance entre les régions supérieures qui commencent à être atteintes là, et puis là. Et vous voyez le petit point là, épaisseur minimum moyenne, c'est le premier perturbé, c'est-à-dire en moyenne ça va, et dans un petit cadran, la région est la plus faible. Alors dans le glaucome vraiment débutant, eh ben, l'histoire continue à être un petit peu la même. Parfois malheureusement, ma démonstration se limite parce que vous voyez, ici vous avez une atteinte temporale quand même qui touche. Alors il faut la regarder où est-ce qu'elle est. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'elle est temporale ici? Parce que le déficit est très large et dépasse un petit peu et il rentre dans le cadran étudié temporal. Donc vous voyez qu'à la limite, si on le regarde par petit cadran, la limite, c'est pour ça que je trouve ça très utile. Et là, atteinte. On continue. Là, on a une question. Dans les conditions où le champ visuel est vraiment très peu perturbé, et l'OCT confirme la diagnostic, comme tu le voyais tout à l'heure avec les 3 bandes, est-ce que tu vas suivre le patient avec uniquement l'OCT, avec un mix des deux, et avec quelle fréquence? On va peut-être aborder ça après, mais c'est comme une question importante parce que les gens, lorsqu'ils ont une confirmation, lorsqu'ils ont une confirmation du diagnostic avec l'OCT, ils ont plus tendance à croire l'OCT et à se dire on va focaliser notre attention sur l'anatomie, plus que le champ visuel qui perd un peu de terrain, il faut bien le dire, dans la réalisation en pratique. Alors, vous en pratique, dans un cas comme ça, vous allez. Alors, on va dire les deux, parce que là, on a un de normand, on va dire les deux. Mais bon, soyons. Philippe a tout à fait raison. Les gens ils disent non, ok, mon champ visuel, en plus, on sait d'avance que ce type de champ visuel, il ne va pas évoluer vite. Après, dans 4 mois, il y a tout de champ. Donc les patients, ils vont être surtout tentés par l'OCT. Alors, ma réponse, c'est idéalement les deux, mais je trouve acceptable pendant un certain temps de surveiller par l'OCT.
C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, surtout si vous avez un OCT assez facile et que le patient est très réticent au champ visuel, comme on le voit bien, hein, de dire, écoutez, on va faire un champ visuel par an, mais 2 OCT par an. Ça ne me paraît pas illogique de rentrer dans cette cohérence-là, parce que finalement, pourquoi? Parce qu'on va s'orienter essentiellement vers l'examen qui est le plus anormal. Donc c'est raisonnable. Mais comme disait Philippe tout à l'heure, de dire, bon bah maintenant, compte tenu de cette situation-là, on fait plus des OCT, alors là c'est sûrement non. Mais peut-être commencer à différencier l'un par rapport. L'avenir restera souvent en l'utilisation de logiciels d'analyse, de régression sur le CT et sur le champ visuel, et la comparaison de la progression anatomique au CT et de la progression du champ visuel fonctionnel. Absolument. C'est ce qu'on appelle les statistiques bayésiennes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un élément clé. C'est par exemple de dire quelle est la probabilité qu'il pleuve aujourd'hui. Elle est X. Quelle est la probabilité qu'il pleuve aujourd'hui compte tenu du fait qu'on est le premier jour du printemps. Elle n'est pas la même en fonction de la météo, même la météo aujourd'hui, en fonction d'un autre paramètre qui a l'air d'avoir rien à voir. Ben là c'est pareil. Quelle est la probabilité que le champ visuel soit anormal, soit aggravé? Elle est X. Quelle est la probabilité qu'on doive considérer que ce petit changement de champ visuel soit aggravé, compte tenu du fait qu'un autre examen, l'OCT, a montré une petite différence, elle sera Y. Et c'est ce mélange des deux, c'est pas juste mettre l'un à côté de l'autre. Et actuellement, les différentes marques, en particulier Zeiss, vous proposent champ visuel et OCT sur un même programme, certaines forums. Ça, c'est la première étape. Vous avez les deux en même temps, l'étape d'adulte. Après, c'est les intriquer toutes les deux. Et on aura comme réponse à ça, c'est que si un examen X est légèrement anormal, mais ça a l'air d'être normal, un examen Y s'aggrave aussi un petit peu, mais ça a l'air aussi d'aller, la somme des deux vous dira clairement, c'est moins. Et c'est ça qui va être l'enjeu des 5 prochaines années. Le groupe débutant, alors voilà typiquement ce qu'on va trouver, vous voyez, un œil qui a l'air d'avoir une concordance très importante avec l'atteinte du nerf optique, au niveau des cellules ganglionnaires, pardon, et l'autre œil, déjà une très grande atteinte et encore rien du tout. Je me dépêche un petit peu pour avoir le temps de discuter ensuite. Alors on peut avoir les atteintes prédominantes au niveau de l'OCT, comme on le voit ici, et peu d'atteintes des RNFL, et finalement on se rend compte qu'il y a vraiment énormément de profils différents. Et voilà encore un patient qui a une atteinte très importante. Time domain versus spectral domain. Vous savez, bon, les précédentes OCT permettaient de faire aussi des explorations en time domain. En fait, en général, l'atteinte était moins marquée en spectral domain qu'en time domain. Voilà un cas, entre autres, une comparaison des deux. Vous voyez que sur un œil, en tout cas, il y a un petit peu moins d'anomalies sur l'examen de time domain que dans le spectral. Donc maintenant, c'est un peu à l'abandon. Dans le glaucome modéré, on continue, on va retrouver soit ces atteintes parfaitement concordantes, avec aussi au niveau de la macula, soit une atteinte prédominante de l'OCT. Vous voyez que là, vous avez une atteinte supérieure du champ visuel et pas inférieure. Et pourtant, l'OCT, donc dans la région supérieure correspondant à un déficit inférieur, va retrouver des anomalies à peu près identiques. Et de quoi s'aperçoit-on maintenant? C'est qu'à partir d'une certaine atteinte, l'OCT n'est plus modifié. Il reste toujours à peu près 45-50 microns d'épaisseur de la couche. Pourquoi? C'est comme ça. Alors actuellement on dit c'est parce que l'on mesure les cellules de soutien, celles qui sont autour des fibres ganglionnaires. Puis on peut aussi dire c'est peut-être parce que l'appareil n'est pas tout à fait capable de séparer la couche des cellules amacrines qui misent dans le paquet et les cellules ganglionnaires. Et au fur et à mesure des progrès technologiques, à mon avis, dans 4 ans, 5 ans, on y arrivera. Et là, on verra l'épaisseur des fibres optiques baisser à nouveau. Petite parenthèse sur ce point, dans un cas comme ça, le GDX donne des résultats différents. C'est assez spectaculaire ça. C'est-à-dire que le GDX que tout le monde a abandonné mesure les tubules dans les cellules ganglionnaires. Et dans un cas comme ça, il va continuer à s'aggraver, même si l'OCT s'aggrave plus. Donc ça n'est pas insensé de se dire dans des formes très avancées qu'un autre examen de structure, le GDX, le fait. On a récemment vu ça dans mon équipe d'orthopsie avant-hier dans les œdèmes de la papille, l'hypertension intracrânienne. On voyait un épaississement incroyable de la couche des fibres optiques en OCT, alors qu'en GDX, elle n'était pas modifiée. Le principe de la GDX est basé sur
sur l'utilisation effectivement des microtubutes dans les axones, et donc mesure non pas l'anatomie, mais plutôt le contenu neuronal du tissu. C'est pas l'anatomie réelle, c'est ce qui fait qu'on a un type abandonné et il n'explore pas le. Et dans le glaucome avancé, eh ben là, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'aperçoit que le champ visuel reste absolument prédominant parce que l'OCT continue de s'arrêter, de s'aggraver, et vous voyez, 63 microns devant une attaque comme ça paraît assez incohérent. L'analyse centrale, elle aussi, se trouve être limitée autour de 45-50 microns, quel que soit l'appareil, et on n'arrive pas pour l'instant à aller en dessous. Donc dans le glaucome avancé, c'est très clair que l'OCT n'est plus très intéressant, mais ceci étant, les patients, elle apprécie beaucoup. Voilà. J'ai pratiquement terminé. Juste, est-ce que, deux petits points, est-ce qu'on peut distinguer glaucome à pression normale en OCT et glaucome... Eh bien, un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu, dans le sens où on sait que le glaucome à pression normale va donner typiquement des atteintes paracentrales, et donc très logiquement, on va se retrouver avec des atteintes plutôt maculaires que papillaires. Ça permet un petit peu de nous aider, de dire tiens, c'est plutôt un glaucome à pression normale qu'un glaucome à pression. Voilà encore le cas correspondant. Dans le glaucome à angle fermé, est-ce qu'on peut distinguer le glaucome à angle fermé ou séquelles de glaucome à angle fermé entre OCT? Ben non, malheureusement pas beaucoup. Hein. La seule chose qu'on peut dire, c'est que si ça n'est pas évolutif, c'est peut-être des séquelles d'un glaucome à angle fermé. Voilà. Et puis, pour tout à fait terminer sur cette part OCT, est-ce qu'on peut suivre à l'heure actuelle en OCT l'évolution? La réponse est probablement oui. Simplement, la technologie est trop récente, 3-4 ans pour le spectral domain. Donc on voit bien qu'on voit des courbes évolutives. Maintenant, c'est vraiment trop tôt pour dire si oui ou non, sur le long terme, quand on peut sur le champ visuel sur 10 ans, si ça a un sens, si les petites variations ont un sens ou pas de l'autre côté. Donc là, des présentations avec le tâche des épaisseurs des fibres, les modifications locales, et puis, là encore une fois, comme personne ne sait trop quels paramètres utiliser, tous les paramètres mis, l'épaisseur moyenne, supérieure, le césure des moyens, inférieur, les principaux paramètres. Bon. Voilà.